Bonjour tout le monde, on va reprendre ça. Bonjour tout le monde, alors bienvenue aux Instituts d'été du Centre Franco. Alors je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui à la formation qui a comme titre Ma science, ta science, faire le tri des savoirs avec Michel Manucol-Rivaud, notre formatrice. Alors, quelques petites directives avant de commencer. Veuillez noter que cette formation, elle est enregistrée et qu'elle sera disponible sur le site du Centre Franco au cours des prochains mois. En plus, on aimerait vous dire de mettre votre micro en sourdine. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à utiliser la boîte de clavardage pour le faire. Et finalement, on aimerait remercier le ministère de l'Éducation qui finance l'initiative des instituts, donc de développement professionnel. Alors voilà. Donc, l'intro ainsi terminée. Moi, je vous souhaite une super belle et bonne formation et je passe maintenant la parole à Michel. Merci, Louis. Avant de partager mon écran, je prends un moment pour reconnaître le territoire là où nous sommes. En tant que communauté, nous avons la responsabilité d'honorer, de soigner, de respecter tout ce que la création nous donne pour assurer notre survie. Cela inclut la terre, l'eau, l'air, le feu, les animaux, la végétation et nos ancêtres. Nous reconnaissons également que cette terre est riche en antécédents et en coutumes, y compris ceux des Anishinaabe, des Haudenosaunee, et depuis le contact avec l'Europe, les Métis. Cette terre continue d'être le foyer de tous les peuples autochtones, incluant les Inuits et toutes les personnes non autochtones. Où que vous soyez, éparpillés à tous les endroits du globe ici réunis, je vous invite à réfléchir à notre responsabilité collective en guise de reconnaissance pour ce qui nous n'est que prêté, qui a été pris de force, sans accord. C'est ce que le terme non cédé signifie. Donc, moi, je suis Michel Manucol-Rivaud, je suis orthophoniste, je suis aussi chercheur à l'Université Laurentienne, puis je suis là aujourd'hui, pendant 3 jours, pour vous partager peut-être quelques histoires de réussite, quelques documents, quelques ressources qui pourront vous servir pour aider à maximiser le succès de l'élève. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Et voilà. Est-ce que vous voyez l'écran au complet ou vous voyez uniquement mes diapos? Bon, voilà, c'est parfait. Donc, aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de cette dichotomie-là, de bien, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est en lien avec la science ou non? Parce que la science, vraiment, ça veut dire tout ce qui nous a amené à ce point, tout ce qu'on sait qui fonctionnait, qui fonctionne plus, qui fonctionne maintenant. Donc, on va évoquer peut-être quelques petites des idéologies peut-être qui sont axées dans la science, mais qui peuvent peut-être remettre en question certains des messages qu'on entend. Mais vous allez voir qu'avec des ressources, puis avec des trucs, si c'était vraiment des trucs, mais finalement, quand on suit la science, on s'aperçoit qu'on est vraiment mieux équipé pour aider l'élève. Vous allez voir que ce n'est pas si difficile que ça, intégrer ça à votre pédagogie. Donc, vous avez dans le chat, dans le groupe de discussion ou de clavardage, un lien vers le formulaire d'assiduité. D'après ma connaissance, vous n'allez avoir accès au lien que si vous avez signé, je pense, le formulaire d'assiduité, puis que les enregistrements ou à la vidéo viendront plus tard, si je ne me trompe pas. Le dossier dans lequel toutes les ressources que moi je partage aujourd'hui se trouvent au lien que vous avez à l'écran, puis qui a aussi été partagé. Vous devriez maintenant avoir accès libre et puis vous pouvez faire les téléchargements comme bon vous semble. Puis c'est le même lien pour les 3 journées de formation. Puis ensuite, j'ai appelé ça une activité de recension pour ne pas dire un questionnaire, mais c'est vraiment quelque chose qui va m'aider, moi, à mieux comprendre là où vous vous situez sur dans votre cheminement vers l'intégration de tout ce qui est axé sur la science pour aider l'élève à apprendre à lire. Et ça va nous aider aussi à savoir si les ressources qu'on a créées jusqu'ici, s'il y en a qui sont utiles, moins utiles, s'il y en a que vous ne connaissez pas, peut-être qu'il faudrait qu'on en parle un peu plus. Donc, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le remplir, mais ça nous aiderait à nous. Donc, pour la journée de l'après-midi d'aujourd'hui, on va décanter un petit peu tout ce que ça veut dire d'avoir un enseignement explicite, systématique et structuré. On va comparer des approches qui ont existé puis qui continuent peut-être à faire le tour de nos milieux aujourd'hui. Puis on va parler de l'impact d'intégrer la science à notre pédagogie.
Puis ensuite, vous allez avoir des gabarits pour vous aider à planifier les mots que vous utilisez, les textes que vous allez utiliser à partir des types de livres qui existent. Oui, je vais vous parler d'une progression des apprentissages du principe alphabétique qui essentiellement qu'on a trouvé on la retrouve dans le curriculum ou la révision du curriculum. Et puis, on va vous donner des liens vers des webinaires et des ressources. Tout est gratuit, il n'y a rien qui est payant. Puis, on va vous faire une toute petite annonce en fin d'après-midi aujourd'hui. Maintenant que vous avez accès aux liens vers le Google Drive, sachez que je ne suis pas une liseuse de diapositives. Donc, il y a des diapositives que je vais révéler un tout petit peu à la fois parce que moi, je sais très bien que le cerveau ne peut pas faire deux choses en même temps et de le faire bien. Donc, c'est impossible que je vous demande de lire une diapositive très chargée et que vous puissiez écouter le message. Donc, vous allez voir que des fois, je les révèle un petit peu à la fois, mais qu'en bout de ligne, celles qui sont plutôt chargées, vous les avez pour les imprimer en grand. Donc, l'idée, ce n'est pas que vous allez les lire en même temps que je parle, mais c'est que vous allez pouvoir vous y référer une fois la formation terminée. Comme toujours, si vous avez des questions, on va regarder un petit peu dans le clavardage, voir ce qui se passe, puis je réserve du temps à la fin pour pouvoir revenir sur les thèmes les plus courants. Puis si jamais il y avait des questions en suspens après la présentation qui prennent un peu plus de temps, soit que je vais vous orienter vers d'autres ressources ou je vais prendre un moment pour peut-être assembler les questions des 3 prochaines journées, puis je pourrai vous partager ça en temps et lieu par courriel. Donc, ce qui s'en vient, tout le monde me demande, bien, OK, qu'est-ce qu'on fait après l'enseignement du principe alphabétique de base? Ça s'en vient. Puis même ça aussi, il va y avoir un lancement progressif de chacune des petites sections. Puis la première section qui va être lancée avant la fin août, c'est celle qui traite des graphies complexes et des mots fréquents, puis de la lecture de tout ce qu'on rencontre à ce niveau-là. Donc, soyez sans crainte. Vous allez être très, très bien outillés pour commencer votre rentrée dès septembre. Je vous donne des liens vers des formations qui vont avoir lieu en 2023-2024. Les descriptions se trouvent justement au site web là, où vous pouvez vous y inscrire. Mais j'annonce d'habitude tout sur soit la page Facebook michelminorcorriveau.com, puis vous pouvez aussi aller vers la page du programme d'orthophonie de l'Université Laurentienne où on va afficher des formations qui vont avoir lieu également. Donc, qu'est-ce que ça mange un hiver? Un enseignement explicite, systématique et structuré. Ce n'est pas des nouvelles, vraiment, c'est de dire à l'élève ce qu'on a l'intention de lui faire apprendre et puis de l'encadrer dans ce processus-là. Donc, c'est explicite dans le sens qu'il n'y a pas de secret. On va lui dire exactement ce à quoi on s'attend de lui. Puis, c'est systématique parce qu'il y a vraiment toute une approche à adopter qui repose sur ce que j'ai fait au préalable, puis qui dépend aussi, dont les prochains apprentissages vont dépendre. Donc, ce n'est pas quelque chose que je fais en silo dans ma salle de classe, c'est vraiment une approche à adopter pour l'école en entier. C'est systématique aussi parce que la langue, ben, c'est un code, c'est comme les codes de mathématiques, c'est comme apprendre des multiplications, c'est comme les intelligences artificielles, ça repose justement sur un code. Puis même si je vous dis qu'il y a une certaine séquence à privilégier, il y a comme des regroupements de compétences qui se trouvent à peu près au même niveau de complexité. Puis à l'intérieur de ça, il n'y a peut-être pas un grand besoin de le rendre très linéaire puis de dire qu'on doit s'y fier de manière très, très rigoureuse. Mais oui, il y a des concepts qui sont appris plus facilement que d'autres. Et puis, en suivant une approche progressive, comme ce que le ministère a proposé, on est plus en mesure d'outiller notre élève puis de nous assurer qu'on n'est pas en train de faire avancer, de placer le chariot avant les bœufs, si on veut dire ça. C'est progressif en ce sens qu'effectivement, ce que je fais en maternelle jardin, ça va annoncer ce que je vais pouvoir faire en première, puis ça prépare le terrain pour ce qui se passe en deuxième et ainsi de suite. Donc, il devrait y avoir un arrimage des compétences qu'on veut enseigner, mais il faut toujours retourner à ce que mon groupe sait faire pour être capable de planifier la suite des choses. Donc, c'est cumulatif, ça prend toute une scolarité. Il y a plusieurs éléments qui vont être maîtrisés au secondaire, par exemple, le passé composé. Ça repose sur tellement de différentes compétences, dont le genre, le nombre, puis plus la phrase elle est complexe, si on a des relatives, les accords ne se font pas sans se questionner. Puis ça prend toute une scolarité presque avant d'être maîtrisé. Donc, autant qu'on ne veut pas attendre en 10e année pour en parler puis pour commencer à l'enseigner,
l'attente de la réussite doit être décalée dans le temps par rapport à certaines compétences. Donc, ça aussi, ça va vous être partagé dans la suite d'AlphaGraph. Toute approche qui se veut plurilingue doit inclure les deux modes, autant l'oral que l'écrit. Ça doit inclure différents sens. On ne sait pas ce que les élèves vont capter, puis on ne sait pas quel mode ou quelle modalité va être plus parlante pour certains élèves. Donc, il faut faire un peu de tout. Puis, il faut considérer là où l'élève, c'est quoi son point de départ. Donc, l'élève qui a peut-être l'anglais comme langue dominante, il y a quand même des beaux parallèles, des similitudes à dresser avec la langue, avec le français, parce que ces deux langues-là partagent ce qu'on appelle une typologie. OK? Je vous en parle dans quelques minutes. Donc, c'est important de ne pas nier ça pour l'élève, puis de se servir de ce qu'ils savent dans leur langue maternelle pour étoffer la langue d'enseignement. Et puis, bien sûr, vous avez toujours votre chapeau diagnostique, votre chapeau qui se dit, OK, si l'élève a réussi, tant mieux. Si l'élève n'a pas réussi, bien pourquoi? Puis qu'est-ce que je pourrais faire à mon bout pour mieux le soutenir? La réponse, ce n'est pas toujours une évaluation en orthophonie. Des fois, j'ai quelque chose à ajuster à mon enseignement pour que ça puisse bien se passer avec cet élève-là. Maintenant, dans notre salle de classe, on sait qu'on a des élèves qui réussissent mieux que d'autres, puis on sait qu'il y en a pour qui l'accès est plus difficile. Donc, voyons un petit peu à quoi ça ressemble. Dans l'histoire, avant même de parler là, de cette pyramide-là, ça vaut la peine d'adresser la question d'après laquelle le titre de cette formation a été dressé. C'est ma science, ta science. On a des gens qui disent, bien, tu sais, moi aussi, là, j'utilise une certaine approche, puis c'est correct si on fait des choses différentes parce que, tu sais, la science dit beaucoup de choses. C'est vrai, la science dit beaucoup de choses, mais la science dit aussi qu'il y a certains constats qui sont plus prometteurs que d'autres. Donc, il ne faut pas avoir peur de délaisser certaines approches qu'on utilisait dans le passé quand on apprend des nouvelles choses. Ça veut juste dire évoluer. OK? C'est pas de faire un volte-face, puis c'est pas de revenir sur les propos qu'on a dit il y a quelques années. Si je regarde les présentations que j'ai données il y a 5 ans, il y a des choses que je ne dirais plus aujourd'hui, puis c'est correct comme ça. Donc, si on compare la littératie qu'on appelle structurée, mais qui veut vraiment juste dire un enseignement explicite du code, et la littératie équilibrée, donc balanced literacy, j'ai même entendu des conseils dire, bien, chez nous, la littératie équilibrée, ça veut dire ça. Bien, vraiment, on ne peut pas choisir ce que ça veut dire. Si l'approche a été nommée comme telle, il faut vraiment prendre les principes de base, puis il faut s'y fier. Donc, ça ne veut pas juste dire accorder un certain montant de temps à tel type d'activité. Ce n'est pas comme le dîner équilibré, là. C'est pas du tout comme ça. Donc, la littératie structurée ou l'enseignement explicite, ça repose sur le fait qu'on veut enseigner le code de manière explicite, de manière systématique. Donc, autrefois, dans la littératie équilibrée, on disait qu'il fallait travailler le code ou la correspondance graphème-phonème, mais sans trop comment, sans trop dans quel ordre, puis sans trop penser à la complexité de ce code-là. OK? Donc, nous, on veut que ce soit de facile à complexe, mais dans la perspective de la littératie équilibrée, on n'a pas vraiment prêté attention à ça beaucoup. On choisissait des livres basés sur l'intérêt, basés sur peut-être un objectif pédagogique autre, puis à partir de ça, on pensait que l'élève était pour capter ce dont il avait besoin pour être capable de lire. Donc, cet aspect phonétique-là, on reconnaît maintenant qu'il y a une séquence. Donc, ce n'est pas juste aléatoire, puis c'est pas, on peut décider pour nous-mêmes qu'est-ce qu'on va faire. Donc, c'est vraiment un peu plus prescriptif sans vraiment donner de directives sur la leçon 1 à la leçon 34. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc, on parle dans la littératie structurée, on parle des mots à haute fréquence, des mots étiquettes. En anglais, ils vont dire des hard words, high frequency words. Mais ce n'est pas tous les mots à haute fréquence ou à fréquence élevée qui sont difficiles à décoder. Donc, si on met de côté ceux qui sont faciles à décoder, puis on a peut-être quelques mots qui ont besoin d'un enseignement qui va peut-être à l'encontre de l'enseignement du principe alphabétique de base, on est en train de réduire la charge cognitive pour l'élève. Donc, on veut le soutenir comme ça. Puis, vous allez avoir des outils pour y arriver également. Donc, ça ne s'apprend pas par la forme. Ça s'apprend toujours par le code. C'est le mot M-A-I-S. L'enfant va apprendre à le reconnaître en voyant que le M, ça fait M, puis le A-I-S, ça fait E. C'est pas du tout en regardant mais puis en disant « oh, ça, c'est mais ». On se comprend?
Donc, dans les approches de littératie équilibrée, c'était beaucoup plus axé sur la mémorisation puis la lecture globale, mais on sait aujourd'hui que c'est pas du tout comme ça que la lecture, ça se développe. On parle beaucoup plus des différents types de livres dans une pédagogie qui est axée sur un enseignement explicite. Puis on va commencer avec des livres qui sont décodables, mais on ne veut pas rester là pendant toute la scolarité de l'élève. On veut être devant des livres décodables tant et aussi longtemps qu'on est en train d'enseigner les correspondances graphophonimiques de base. Une fois que l'élève a maîtrisé ça, ben là, je peux aller vers des livres qui sont qu'on appelle, qui ont un code non contrôlé, comme des livres gradués s'ils ont été créés en français d'abord, à partir de critères qui tiennent compte de la complexité linguistique puis langagière du français. Donc, pas juste greffé à des critères ou à des niveaux alphabétiques identiques en anglais parce que le livre a été une traduction littérale. Alors que dans la littératie équilibrée, on parlait de, c'est là qu'on a l'analyse des méprises de GB+. Quand l'élève faisait une erreur en lisant, on se posait la question, est-ce que ça a du sens? Est-ce que remplacer un verbe avec un verbe? Est-ce que ça a l'air correct à partir de, des fois, est-ce que j'ai dégagé une compréhension à partir de l'image? Mais on sait aujourd'hui que tout ça, ça enlève l'accent sur les mots, sur le code, mais c'est vraiment sur le code que ça commence. Donc, on va parler beaucoup de ça au courant des 3 prochaines après-midi. Dans une approche qui est beaucoup plus systématique, équilibrée, on vous donne beaucoup de place à la rétroaction corrective, efficace, immédiate. Vraiment, le succès de l'élève dépend de ça. Puis souvent, ceux qui disent, ben regarde, moi, j'utilise un autre programme, puis ça fonctionnait à merveille, c'est souvent pas le programme qui a fonctionné, mais c'est la rétroaction que l'enseignant a donnée à son élève. Donc, ne négligez pas de vous donner le crédit là où il est dû. Puis, il y a beaucoup plus de progrès qui est fait avec des enseignants qui savent comment ça fonctionne qu'en suivant des directives très, 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 disons, linéaires en ne sautant aucune leçon. C'est souvent pas ça qui est la carotte. C'est vraiment d'être capable d'analyser les erreurs puis de dire à l'élève, tu as lu ça comme ça, puis je peux comprendre pourquoi, mais voici. Devant cette voyelle-là, dans cette phrase-là, voici comment on le lit, puis voici pourquoi. Alors que dans une approche qui est axée sur la littératie équilibrée, bien, pourvu que l'élève avait compris, on ne questionnait pas trop. Donc, si l'élève lisait « je peinture » au lieu de « je peins », on célébrait, puis on se disait « il a bien compris », mais vraiment, c'est parce qu'il avait vu l'image, c'est pas parce qu'il avait porté attention au code, parce que le « je peins » n'avait pas été lu correctement. Donc, les élèves s'améliorent en lecture en apprenant et en s'exerçant sur le code dans une approche d'enseignement explicite, systématique et structuré, versus la lecture des élèves s'améliore au fur et à mesure qu'ils lisent des textes authentiques. Donc, tout texte est authentique. Quand je sors un livre pour lire avec l'élève, c'est un texte qu'on va lire ensemble. À moi de le rendre pertinent. Ça ne veut pas dire non plus que tout ce qu'on va faire avec l'élève, c'est de lire des livres décodables. Il faut laisser une grande place à la lecture de livres d'histoire, à la littérature, au développement du vocabulaire à partir de livres qui sont destinés à être lus aux élèves versus par les élèves au moment où il n'y a pas encore appris tout le code qui se trouve dans ce livre-là. Donc ça, on va en parler en fin de session aujourd'hui. Donc, l'objectif ultime de l'enseignement de la lecture dans une approche plus structurée, c'est d'apprendre aux enfants à lire. Donc, il faut faire la distinction entre aimer savoir lire puis aimer lire. Donc, on a beaucoup mis de l'accent sur la littératie équilibrée en disant, ben, si les élèves aiment lire, le tour est joué parce que, tu sais, s'ils aiment lire, ils vont lire beaucoup, puis ils vont apprendre à lire, puis ils vont apprendre à maîtriser les règles d'orthographe. Mais toutes les recherches nous disent qu'on sait que c'est pas vrai. Donc, c'est vrai que l'élève qui a du mal à lire n'aimera pas lire, mais ce qui va le motiver à lire, c'est d'être capable de lire. Ça ne veut pas dire que tous les élèves qui sont capables de lire vont adorer lire pour le plaisir. Ça, c'est autre chose. Puis oui, il faut y travailler, mais ça ne s'impose pas. Pas plus que moi, j'aurais pu être intéressée à jouer au hockey quand j'étais petite. Donc, l'intérêt, c'est une chose, mais de savoir comment, je suis à peu près certaine qu'il n'y a pas un élève, même ceux qui ne lisent pas des grands romans le samedi, qui dirait qu'il n'est pas heureux de savoir lire. Donc, notre tâche en début d'apprentissage, c'est de faire de la place à étoffer les connaissances avec certains types de livres, mais de vraiment partager tout ce qu'on sait sur l'enseignement du code pour qu'ils soient capables de lire des livres de manière autonome.
Donc, dans la littératie structurée ou dans un enseignement explicite, on fait beaucoup de place à cette approche multisensorielle, multimodale et multilinguistique-là, parce que même les bons lecteurs ne seront pas forcément des amateurs de la lecture pour le plaisir. Mais on sait par contre que l'élève qui peine à lire, qui n'arrive pas à déchiffrer le code, va refuser de lire carrément. Donc, il faut vraiment tenter de jumeler ces deux approches-là à ce dernier niveau-là. Donc, j'espère que c'est un petit peu plus clair, puis je vais aller lire vos commentaires à la fin de la présentation pour redresser des propos si jamais ce n'était pas clair. Donc là, ici, je vous présente une pyramide. Vous l'avez déjà vue, cette pyramide. Je vous la révèle un petit peu à la fois en vous disant qu'essentiellement, là, la tâche du personnel enseignant, c'est d'enseigner à tout le groupe, puis de souhaiter que de 80 à 100% des élèves comprennent la compétence qu'on est en train d'évoquer. Okay? Le 100%, c'est possible, mais on ne devrait pas avoir moins que 80% des élèves qui comprennent. S'il y en a moins que 80%, il y a peut-être une différente façon que je dois me prendre. C'est tout à fait possible, par contre, d'arriver à un taux de 100%. Il ne faut pas se contenter de dire, 80% ont réussi, donc j'ai fait ma tâche. Si j'ai toujours 20% de mon groupe qui ne réussit pas, puis que ce n'est pas nécessairement des élèves qui sont en grande difficulté, peut-être qu'ils ont eu une exposition plus faible à la langue d'enseignement, j'ai quand même une responsabilité à les soutenir. Okay? Donc, quand un enseignement explicite, systématique, puis structuré est dispensé, on devrait frôler là, presque le 100%. Au niveau 2, on a de 0 à 20%, qui veut dire qu'on ne devrait pas avoir plus que 20% des élèves, mais on pourrait en avoir moins. Puis ici, on parle des élèves qui ont peut-être eu besoin, après la leçon qu'on vient ou les leçons qu'on vient de présenter à tout le groupe dans le vert, on a peut-être quelques élèves dans la salle de classe qui ont du mal à comprendre. Donc là, on va les prendre en retrait pour expliquer à nouveau, pour leur donner plus d'exemples, pour faire un peu plus d'expérience avec eux, pour tenter de les réchapper, tenter de les retourner là, au niveau 1. OK? Donc, c'est quand même le rôle de l'enseignant au régulier, mais pourrait peut-être être fait là, de pair avec l'enseignant au centre de soutien avant qu'on décide d'envoyer certains de ces élèves-là vers des soins, des services un peu plus spécialisés. Okay? Ça fait partie de la documentation de la démarche pour arriver à accéder à des services plus étendus. Donc ici, s'il y a moins des élèves qui nécessitent un soutien supplémentaire, ça devrait dire plus que 20%, il est essentiel de changer le dosage. Donc, c'est l'intensité et la fréquence du soutien qui peut faire toute la différence pour ces élèves-là. Donc, l'enseignement ciblé va permettre à ces élèves d'acquérir les concepts qui n'ont pas été maîtrisés à l'étape 1. Donc, je vais corriger là, ce mot-là. Ce n'est pas moins de 20%, c'est plus de 20%. Puis, au niveau 3, bien là, on a de 0 à 5% des élèves qui devraient s'y trouver. C'est les élèves pour lesquels, tu sais, chaque fois que je présente quelque chose de nouveau, ils se trouvent toujours dans mon palier 2. Puis encore là, ils n'ont pas tout à fait compris non plus. Donc, j'ai besoin de poursuivre les apprentissages avec eux. Mais là, je suis enseignante au régulier, puis je dois retourner avec mon groupe. Donc, j'ai probablement un suivi à faire avec mon enseignant ressources, avec ma direction d'école, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait offrir à ces élèves-là pour les soutenir. Avant d'y arriver, j'ai besoin de me poser la question, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une difficulté à apprendre ou est-ce que j'ai un élève qui n'a juste pas suffisamment été exposé à la langue? Donc, si j'ai un élève qui n'a pas été suffisamment exposé à la langue, l'approche va être différente. Cet élève-là a besoin de plus de temps. Mais l'élève pour qui ce n'est pas l'exposition à la langue d'instruction, la langue de scolarisation qui est en question, qui est en jeu, puis qui ont toujours des difficultés, puis ça se présente dans toutes les matières, puis que, tu sais, on voit que ça ne tourne pas rond. Pour ces élèves-là, si j'attends trop longtemps, c'est eux qui vont se trouver dans des situations d'échec dans en 4e année. Alors que si j'interviens avant la première année, le potentiel de les réchapper, il est beaucoup plus grand. Donc, les élèves qui ont du mal à maîtriser ce qui est enseigné puis qui est compris par la majorité du groupe, puis que malgré le soutien qu'on fournit à l'étape 2, ceux-là là, pourraient profiter d'un soutien plus spécialisé. Donc, ma tâche, c'est de m'assurer de voir que je piste un peu le progrès de tous mes élèves pour savoir, à partir des élèves qui n'ont pas compris, mettons au niveau 1, dans le vert, que j'ai réchappé au niveau 2,
puis qui ont bien compris, ceux-là retournent vers le niveau 1. Donc, je n'ai pas besoin de faire un suivi plus poussé pour ces élèves-là. J'espère qu'il y a un beau pourcentage de mes élèves qui se retrouvent là-dedans. Donc, je devrais, là, si j'ai 20 de mes élèves ici, je devrais en avoir 15 qui retournent avec le groupe classe. Puis, si j'ai 5 des élèves qui, malgré mon enseignement plus ciblé, éprouvent encore des difficultés, c'est eux qui peuvent peut-être profiter d'un soutien additionnel requis. Donc, c'est comme ça que je conçois cette approche-là l'approche tripartite de service de soutien à l'élève. C'est toujours dans le but de maximiser les ressources à l'école parce que si on adopte une approche comme ça, puis qu'on intègre les pratiques qui ont été démontrées dans la science comme étant favorables, ce qui va arriver, c'est que votre personnel qui est réservé, votre équipe EED, vos services à l'élève, je ne sais pas comment vous les appelez dans vos conseils, mais vous allez vraiment leur permettre d'intervenir seulement auprès des élèves qui sont en difficulté d'apprentissage, disons, résistante, versus qu'on passe du temps à dire, bien, finalement, cet enfant-là, c'est juste qu'il a besoin d'être exposé à la langue, puis le tour va y jouer. Parce que ça prend quand même du temps à faire ces évaluations-là. Donc, si on est capable de répondre à ces questions-là dans les 2 premières étapes, on envoie seulement nos élèves qui sont dans les plus grands besoins vers les soins EED, puis ça va aussi libérer ce service-là, puis ça va réduire les listes d'attente pour avoir accès à ces services-là. Ça vous va? Donc, à quoi ça ressemble un peu dans nos écoles? Ben, on a des études qui ont mesuré ça pour nous d'avance. Donc, dans toutes les recherches cognitives ou sur les sciences cognitives, en théorie, okay, dans une salle de classe, on devrait avoir à peu près 30% des élèves qui apprennent, peu importe la méthode qu'on utilise. Okay? Je dirais que c'est peut-être même un taux un petit peu exagéré en milieu minoritaire, mais on va s'en tenir quand même aux statistiques qui nous ont été partagées. Ça veut dire que pour 70% de vos élèves, les résultats dépendent de l'enseignement reçu. Okay? Donc, moi, je dirais même que c'est peut-être plus que 70%. Donc, à quoi est-ce que ça ressemble dans nos écoles en Ontario? Les résultats du testing de l'OCLE de 2018-2019 en lecture nous disent qu'il y a à peu près 33% qui sont jugés en situation d'échec. Puis je dis ça entre guillemets parce que c'est pas parce qu'ils sont jugés en situation d'échec à partir d'une norme qui ne représente peut-être pas ce que le groupe peut faire qu'ils sont réellement en situation d'échec. Je donne un exemple. On s'entend sur ce que nous, on s'attend comme réussite pour lequel on va afficher la cote du niveau 3. Mais ce n'est pas parce que moi, j'ai décidé ça que c'est nécessairement atteignable pour mon groupe. La façon qu'une norme est dressée, c'est en mesurant cette réussite-là ou ce constat-là auprès de centaines, sinon de milliers d'élèves, puis la réponse obtenue par la majorité des élèves, c'est ça, ta norme. Okay? Ce n'est pas juste parce que c'est moi qui ai décidé que c'était un niveau 3. Pour certaines choses, c'est beaucoup plus facile de trouver cette cible-là. On peut penser à des matières qui se mesurent plus facilement que d'autres, puis d'autres qui se mesurent difficilement, comme la fluidité, par exemple. Puis ça, on va en parler demain. Okay? Donc, des fois, il faut laisser un petit peu de place pour les zones un peu plus grises. Mais ça veut dire qu'on ne suit pas tout à fait ce qui serait attendu. Puis le problème n'est pas là. Le problème est davantage dans nos attentes. Donc, si on ajuste nos attentes en fonction de ce que les élèves peuvent faire, puis si on comprend notre groupe, si on comprend que certains textes peuvent être compris par certains groupes de certaines régions, mais pas par d'autres parce que le thème n'est pas connu, on peut imaginer que si, au nord de l'Ontario, les élèves n'auraient pas de mal à lire un texte qui porte sur des motoneiges, puis tout ce que ça peut impliquer, puis la pêche sur glace, versus peut-être au sud de l'Ontario où on en fait beaucoup moins, on peut imaginer que ce n'est pas le même texte qui va être parlant pour tous les élèves, mais pourtant, ils ont le même examen devant eux. Donc, sans qu'on se dise qu'il faut tout changer, il faut juste que des fois, la perspective soit un petit peu différente par rapport à qu'est-ce qu'on cherche à mesurer. Puis, si on n'a pas enseigné quelque chose, on ne peut pas s'attendre à avoir un taux de réussite très élevé. Tu sais, comme si on avait regardé les résultats en écriture, on ne pourrait pas s'étonner devant le fait que le subjonctif n'est pas maîtrisé à l'écrit en 6e année parce qu'il n'est pas encore maîtrisé à l'oral à ce moment-là. Donc, il faut leur donner le temps de l'apprendre. Ça va? Donc, ça guide pas mal toutes les ressources puis toutes les présentations qu'on donne. Donc, qu'est-ce qui arrive au cerveau de l'élève? Vous allez le voir dans quelques petites minutes, mais dans la vraie vie, là, après qu'on intègre un enseignement fondé
sur une approche explicite, structurée, systématique du code, ça veut dire qu'on devrait avoir à peu près de 93 à 96 des élèves qui atteignent la cycle d'exigence minimale, qui veut dire ton niveau 3. Puis le 4 à 7 qui restent, ce sont les seuls qui devraient résister à l'intervention. Donc, qui veut dire que malgré tout ce que je fais, ils ont encore des difficultés à comprendre ou à maîtriser le concept. Ça va? Donc, c'est radicalement différent de ce que j'ai présenté à la diapo précédente. Ce qu'on sait par contre, c'est ce que je fais en première année va déterminer le succès de l'élève en quatrième année. Donc, si je ne réchappe pas mes élèves qui sont en difficulté en première année, avant la quatrième année, ils vont être en situation d'échec, puis que ça annonce leur réussite pour toute leur scolarité. Donc, si on n'intègre pas des pratiques pédagogiques qui ont été éprouvées dans la science, puis qu'on sait qu'ils fonctionnent bien, malgré le matériel auquel on a accès, puis peut-être les dépenses qu'on aurait fait, c'est qu'on est en train de privilégier le confort de l'adulte, puis le confort financier sur le dos de l'enfant. Donc là, je vais vous parler de différents livres, puis que pour moi, il n'y a jamais eu question de jeter n'importe quel outil pédagogique par la fenêtre, parce qu'on peut tout utiliser quand on sait comment ça fonctionne. Mais ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir des élèves pour lesquels on savait en première année que ça n'allait pas bien, puis finalement, rendus en 12e année, ils sont toujours confrontés aux mêmes défis, puis ils sont obligés de venir à l'école. Ça peut être très, très, très long. Puis si on pense à la santé mentale de ces élèves-là, c'est vraiment pas... c'est directement relié à leur réussite scolaire. Donc, le savoir lire et écrire, c'est un déterminant de la santé. C'est reconnu maintenant comme nécessaire à notre santé sociale, autant pour l'élève dyslexique que pour l'élève qui, c'est peut-être pas une dyslexie, mais c'est une difficulté d'apprentissage quand même, parce que lui aussi ou elle aussi va vouloir avoir un téléphone, va vouloir communiquer avec des amis. Ça fait vraiment trop partie de notre vie de tous les jours pour le laisser de côté. Ça va? Donc, qu'est-ce qui arrive quand on intègre un enseignement explicite du code? Donc, vous avez devant vous la courbe de Gauss qui représente des décennies d'études qui nous disent que 66% des élèves n'atteignent pas la cible. Il y a seulement 33% qui atteignent la cible. Ça, on l'a vu à différents endroits, que ce soit 66, 34, c'est quand même trop. OK? Donc, la barre orange ici, là, c'est le 30e rang centile. OK? Donc, ça veut juste dire que ce qui est à la gauche de ça, c'est les élèves qui réussissent moins bien, qui ne réussissent pas. Puis ce qui est à la droite de ça, c'est ceux qui réussissent. Donc, si mon enseignement, il suit une conception universelle d'apprentissage, je ne devrais pas avoir seulement un tiers de mes élèves qui franchissent cette frontière-là. OK? Donc, après un enseignement explicite du code, vous avez le résultat de ce que je vous ai montré à la diapo précédente qui dit qu'il y a seulement de 4 à 7% qui devraient ne pas réussir. Puis ça correspond à tes élèves que tu devrais orienter au niveau 3 de la pyramide. Ça veut dire qu'il y a à peu près 93 à 96% des élèves qui sont en situation de réussite. Ça ne veut pas dire que c'est du 4+, puis du 95%. Ça veut dire qu'ils ont atteint la base. Ça veut dire qu'ils sont compétents, ils sont capables de déchiffrer, puis ils sont capables de comprendre ce qu'ils lisent. Okay? Donc, quand on intègre des principes comme un enseignement structuré, systématique et explicite, on la change, cette trajectoire-là. Donc, on déjoue les probabilités en intégrant une approche qui est bénéfique pour tous les apprenants, qui ne nuit à aucune apprenante ou aucun apprenant, mais qui est essentielle pour certains d'entre eux. Alors, pourquoi ne pas le faire? Déjouer les probabilités, c'est possible. Ça veut dire que votre courbe de Gauss, après que vous avez terminé, là, vous allez voir que ce n'est pas la moitié du groupe qui se trouve à la gauche puis la moitié à la droite, c'est tous ceux qui peuvent réussir se trouvent à la droite de ce 30e rang centile, puis ceux qui ont du mal, c'est eux qui se trouvent à la gauche, puis c'est auprès d'eux que je vais être obligée d'intervenir de manière plus ciblée. Ça vous va? Donc, ce qui arrive au cerveau, c'est que il y a une grande chercheuse qui nous avait dit, on ne fait pas de la chirurgie sur le cerveau, mais c'est une forme de chirurgie parce que vraiment, si on prend le cerveau du lecteur typique, okay, on ne s'ennuiera pas avec les aires, puis on nommera pas les lobes, là, mais voici les zones qui sont activées lorsqu'un lecteur typique se met à lire.
Puis le lecteur dyslexique, avant l'intervention, tu vois qu'il y a quand même des zones corticales qui ne sont pas du tout engagées, qui ne sont pas activées. Mais une fois qu'on intègre un enseignement explicite, même avec ceux-là, même s'ils vont toujours avoir des défis en lecture, puis ça ne sera jamais les grands lecteurs, ça ne les empêchera pas d'être des avocats et des médecins parce qu'il y a des moyens aujourd'hui de les aider à acquérir les connaissances au-delà du code quand on sait comment répondre à leurs besoins. Mais à la fin d'une période d'intervention, puis par intervention, on veut dire votre enseignement. Ce n'est pas juste l'intervention en orthophonie, même si ça peut inclure ça. Donc, après qu'on a intégré tout ce qu'on doit faire, puis qu'on a vraiment, on sait qu'on a sorti là, toutes les meilleures techniques qui sont appuyées par la science, on voit qu'il y a eu une amélioration. Donc, la zone n'est pas aussi activée qu'elle ne l'est là, mais c'est quand même beaucoup plus qu'ici. Donc, c'est ce que vous êtes en train de faire quand vous intégrez les principes d'un enseignement explicite, systématique et structuré à votre enseignement. Ça vous va? Donc, demain ou jeudi, j'oublie, on va vous parler de la planification du code. Le groupe de Mon Avenir en a parlé un petit peu la semaine dernière. Donc, si je travaille à l'oral, je dois considérer la facilité de percevoir les mots. Puis si je travaille à l'écrit, il faut que je considère la facilité d'apprendre le code de base d'abord. Donc, tu sais, les lettres qui font le moins de différents sons. Par exemple, le V qui fait toujours V versus le C qui peut faire le TS ou le K, par exemple, ou qui pourrait être muet. Donc, je n'entrerai pas dans ces détails-là aujourd'hui, mais là, vous avez la diapo. Vous pouvez, en soirée, passer en revue. Puis, si vous avez des questions là-dessus, bien sûr, on va y revenir dans les prochaines journées. Cette corde-là, la corde de Scarborough, ça sous-tend à peu près toutes les recherches qui ont été faites depuis 2001. Et puis, toutes les recherches qui parlent de la compréhension et de tout ce qui sous-tend l'accès à la lecture ou à l'écriture se greffent à ce modèle-là et au modèle simplifié de la lecture de Goff et Tunmer aussi. Donc, essentiellement, ça veut dire que je ne peux pas comprendre ce que je n'ai pas réussi à décoder, mais je peux décoder des mots sans les comprendre si ça ne fait pas partie de mon bagage de vocabulaire oral. Donc, les deux, ça va dans les deux sens. Donc, oui, il faut que je travaille le vocabulaire à l'oral, bien sûr, mais il faut aussi que je donne à l'élève la formule pour déchiffrer, pour décoder les mots. Puis, vous avez un outil excellent qui vous guide là-dedans avec les chapitres de 3 à 7 dans le langage oral à portée de la main, qui traite de toutes ces composantes-là, sans même citer la corde de Scarborough parce que c'était trop nouveau au moment où on a commencé la rédaction de cette ressource-là. Mais vous avez vraiment toutes sortes d'activités et de stratégies dont le but est d'étoffer les connaissances à l'oral pour être capable d'accéder au texte écrit. Okay? Donc, le premier titre de cet ouvrage-là, c'était « Fondement du langage oral pour la réussite scolaire ». Puis le but, c'était vraiment de mettre l'accent sur l'oral pour être capable de lire et écrire. Donc, lorsqu'on travaille l'oral et lorsqu'on enseigne le code, au fil du temps, pas du jour au lendemain, mais au fil du temps, on devient un lecteur compétent qui est capable d'exercer une certaine fluidité dans sa lecture et comprendre le message qu'il vient de lire. Okay? Donc, on veut travailler d'abord sur le code puis sur la précision, puis éventuellement, ça devient beaucoup plus naturel. Puis, cette corde-là, on s'en sert pour identifier les différents types de livres auxquels vous avez accès. Donc, le premier type de livre dont je vais parler, c'est le type de livre nivelé. Mais avant ça, j'ai ajouté cette diapo-là ce matin. C'est qu'on m'a souvent posé la question, est-ce qu'on travaille la compréhension avant ou est-ce qu'on devrait travailler le code avant? Ce n'est pas une question d'avant ou après, c'est qu'il faut faire les deux en même temps. Puis heureusement, on a des chercheurs en France qui se sont posés cette question-là, puis qui ont, sans vous ennuyer avec les détails, qui ont vraiment départagé toutes les tâches qui relèvent de la compréhension, donc celles qui sont en bleu, puis toutes les tâches qui relèvent du décodage. Puis, en effectuant des analyses statistiques, ils se sont rendus compte que la contribution de chacun des regroupements au service de la lecture, c'est équivalent. Okay? Donc, ça veut dire que les deux sont d'importance égale. Il ne s'agit pas de faire seulement de l'oral au début pour éventuellement s'en aller dans l'écrit.
quand ils sont rendus à l'école, oui, on veut faire des moments où on travaille l'oral, mais on veut aussi enseigner le code à partir de livres que les élèves peuvent lire. Donc, Anita Archer a cité, a offert cette citation-là qu'on a traduit librement, qui nous dit qu'il n'y a aucune stratégie de compréhension qui n'est suffisamment puissante pour compenser un manque d'habileté à décoder. Ça veut dire que je peux avoir les meilleures habiletés de compréhension du monde entier. Si je ne peux pas lever les mots sur la page, je ne peux pas lire ce que j'ai devant moi. Mais l'inverse est aussi vrai. Des habiletés précises en décodage ne sont pas suffisantes en soi pour accéder au sens au sens du texte lorsque les connaissances antérieures et l'exposition sont trop faibles. Okay, il y a un S de trop à exposition. Donc, je vais le corriger. Ça veut dire que c'est pas juste un ou c'est pas juste l'autre. Il faut vraiment travailler les deux. Ça va? Puis on travaille ça à partir de différents types de livres. Puis dans les derniers mois, la dernière année, les livres gradués ont passé un mauvais quart d'heure. Donc, les livres gradués, c'est pas les livres gradués qui sont un problème. C'est le fait d'avoir pris des livres en anglais sur un système d'étalonnage de complexité de A à Z en anglais, en les traduisant puis en les gardant au même niveau. Ça, c'est un des éléments. L'autre élément, c'est en pensant qu'il fallait lire les livres d'un niveau avant de passer au prochain niveau. Puis ça, même en anglais, c'est pas vrai. Même avec des livres créés dans la langue d'instruction, c'est pas vrai. Okay? Mais ce qui est vrai, puis ce qui est utile dans des livres qui sont gradués ou nivelés, c'est le fait d'être capable de prévoir, de dire, OK, dans le livre de niveau A, je devrais avoir des livres un peu plus courts, avec du texte un peu plus répétitif, avec des structures de phrases un peu moins développées. Donc, comme enseignant, comme orthophoniste, comme quelqu'un qui fait de l'intervention, oui, ça peut être hyper trippant d'avoir accès à du matériel comme ça pour diverses raisons, mais ça ne veut pas dire que je peux me servir des cotes sur les livres pour dire que l'élève est rendu à ce niveau-là et que ça représente sa réussite. Parce qu'entre différents niveaux, il y a trop de choses qui changent. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que l'élève doit pouvoir faire pour accéder au prochain niveau. Puis, dans le fond, souvent, ce que je fais en salle de classe, ça va le faire monter de plusieurs niveaux à la fois. Okay? Donc, vous avez dans les documents qui vous ont été partagés, vous avez des liens vers d'autres documents dans lesquels vous allez trouver un indice de tous ces critères-là avec toutes les différentes séries qui expliquent qu'est-ce que c'est un critère de niveau A en anglais versus en français, parce que la langue n'est pas la même. Donc, les seules séries de livres gradués qui suivent vraiment la complexité de la langue, c'est Escalire puis Interalire. Il y a d'autres livres qui ont été créés, mais ils sont greffés justement à des niveaux un peu fictifs, donc des A à Z, mais en fonction c'est une formule mathématique. C'est-à-dire, il y a X nombre de mots, il y a je ne sais pas moi, des phrases de tant de mots, on ne dépasse pas plus que tant de pages, mais on s'entend qu'on peut avoir des livres très courts avec du texte très complexe qui contient moins de mots. C'est pas l'histoire au complet, là, cette formule-là. Donc, oui, on peut s'en servir parce qu'il respecte quand même les mêmes critères. Puis, ce qu'on ne veut pas faire, par contre, c'est de s'en servir comme mesure de réussite. Puis ça, on va en parler demain, de comment on fait pour mesurer la réussite en lecture de l'élève à partir de n'importe quel type de livre que j'ai en ma possession. Donc, des livres gradués, ça respecte l'uniformité, soit au niveau de la mise en page, de la longueur, de la ponctuation, du lexique ou du vocabulaire, de la syntaxe ou de la grammaire, donc la structure de phrase, du type de texte, du contenu, puis de la relation texte-image. Donc, vous avez quand même, là, à la diapo suivante ici, je vous donne le niveau A puis le niveau O des éditions Passe-Temps. Vous voyez qu'entre A et O, oui, on a de plus en plus de lignes par page, on a de plus en plus de pages par livre, on a des textes qui sont écrits avec des caractères variables versus des gros caractères au début, on a peut-être moins d'espace entre les mots, on a peut-être moins d'images, puis et ainsi de suite. On a un vocabulaire plus développé quand on avance dans les séries, on a des structures de phrases plus développées, on a des fois des personnages qui vont parler, qui vont prendre différents rôles. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de critères qui changent, même de niveau A à niveau B, puis de niveau B à niveau C. Donc, même si on a accès à des séries comme ça, puis qu'on peut utiliser certains de ces livres-là pour évaluer le rendement en lecture, l'idée, ce n'est pas de dire que le rendement de l'élève est équivalent à un niveau B ou C ou D. Okay? C'est toujours d'écrire ce que l'élève est en train de faire en lecture. Donc, si vous êtes là demain, on va en parler.
Le document auquel je faisais référence peut être téléchargé à partir de ce lien-là que vous voyez au bas de la page et que vous avez dans le PDF de ressources dans votre fichier, le dossier Google. Puis ce que vous avez là, c'est les livres gradués, Fantasy Penel, les éditions Passe-Temps, Chenelière, je pense qu'il y a même peut-être Jolie, j'oublie là. Donc, on a tenté de les mettre côte à côte, mais vous voyez que ce n'est pas équivalent. Donc, il faut connaître les critères de nos séries pour être en mesure de savoir comment on peut s'en servir. Puis en passant, si vous essayez de trouver les tableaux de corrélation, Chenelière a maintenant éliminé ça de son site web parce qu'ils ont compris que finalement, ce n'est pas les niveaux qui sont utiles autant pour la création d'un livre que pour la réussite de l'élève. Donc, ils les ont retirés de leur site web. Les albums jeunesse. Donc, pour les livres gradués, on en a parlé. Les albums jeunesse qu'on trouve partout ont leur utilité aussi en salle de classe. On veut que les élèves s'amusent à entendre des histoires. Des fois, on veut se servir de certains albums jeunesse parce qu'ils ont une belle, la morale de l'histoire, elle est bonne. On a un message à faire passer. Donc, ce n'est pas tout ce qui se passe qui doit être fait dans l'optique d'un livre décodable. Puis j'en parle dans quelques diapos. C'est vraiment à des moments pédagogiques où on veut s'en servir que la différence va se faire sentir. Donc, les utilités de ces livres-là, comme pour les livres gradués, c'est qu'on peut développer un lien affectif avec la lecture. Le but, c'est d'exposer l'élève à un vocabulaire qui est riche, qui est varié. On veut activer la compréhension à partir des connaissances antérieures. On veut se divertir, se détendre, mais on veut aussi se servir de ça comme un forum d'engagement pour diversifier les connaissances puis l'exposition aux élèves qui pourraient peut-être ne pas avoir eu autant d'exposition aux cultures différentes dans les milieux dans lesquels ils se trouvent. Donc, les livres sont un excellent moyen d'arriver à combler ce manque-là. Donc, ces livres jeunesse-là, ou les livres de toutes les sortes, si on veut, on a des livres qui sont déchiffrables ou décodables, dont je vais vous parler, qui sont utiles pour travailler les correspondances graphèmes-phonèmes, puis les mots fréquents qui sont enseignés et en évaluer la maîtrise, alors que les livres qui sont plus jeunesse, à structure répétée, c'est vraiment des livres qu'on peut utiliser pour s'amuser puis développer le langage oral, tandis que les livres gradués vont peut-être chevaucher un peu le moment où je vais utiliser des livres décodables. Donc, à la fin de certaines séries de livres décodables, les livres ne sont même plus décodables. Donc, la dernière série d'Une syllabe à la fois, ça contient le code en entier. Donc, oui, ils sont assez longs, puis la trame narrative est assez développée. Je considère ça comme un livre presque jeunesse. Donc, il faut savoir quand est-ce qu'on peut faire jumeler les différentes séries qu'on a. Puis, on a créé un document qui vous permet de les placer soit en ordre du plus long, du plus court au plus long, ou des phrases plus courtes aux phrases plus longues, ou des correspondances graphèmes-phonèmes limitées versus les correspondances graphèmes-phonèmes qui sont plus étoffées. Donc, tous les livres ont leur place. Ça vous va? Donc, les albums jeunesse, ce sont des textes authentiques. Lorsque l'élève ne sait pas encore lire, on va s'en servir pour lire aux enfants en proposant du langage riche et nuancé. OK? Ça sert à développer ce que j'ai mentionné là, il y a 2 diapos. Les livres décodables, ce sont des livres dans lesquels le vocabulaire, normalement, il devrait être simple et connu à l'oral. Puis, s'il ne l'est pas connu, il faut quand même que je le travaille avant de présenter ces livres-là aux élèves. Puis, c'est des livres pour lesquels le code écrit a été enseigné. Après ça, on peut s'en servir pour que les élèves lisent d'eux-mêmes. Okay? On a une syllabe à la fois, on a des codes, on a facile à lire, on a vraiment de belles séries qui nous ont été partagées. Ces livres-là servent à travailler la correspondance lettres-sons ou graphèmes-phonèmes, la reconnaissance des mots fréquents, mais pas par la forme, mais par la reconnaissance de ces mots-là en les décodant dans un contexte d'une phrase. Souvent, le contenu, il est plus concret, plus littéral. C'est idéal pour travailler la précision puis éventuellement la fluence ou la fluidité des mots et des phrases. Donc, qu'est-ce que je fais avec mes livres gradués? Bien, il y a tout un article qui a été rédigé là-dessus qui dit, est-ce qu'on classe les livres ou les enfants? Bien, moi, je suis là pour vous dire, bien sûr, on classe les livres et non pas les enfants. Puis, vous n'avez pas à me prendre sur parole. Ici, vous avez une diapo pour laquelle je vous dis, ce n'est pas la peine de tenter de la lire. C'est la synthèse d'études qui ont été faites en anglais sur les livres gradués en anglais qui disent que même en anglais,
les livres ne conviennent pas pour mesurer le rendement de l'élève. Donc, il y a eu on s'en est servi pendant très longtemps, comme si c'était la panacée, puis on retenait des élèves à un niveau B ou G ou C, B ou C ou D, avant d'aller au niveau E. Puis c'est ça qui fait en sorte que les élèves expriment un dégoût pour la lecture. C'est parce qu'ils veulent lire d'autres choses, puis on leur dit non, tu n'es pas capable, tu n'es pas rendu là. Mais finalement, c'est pas vrai qu'ils ne sont pas rendus là. Parce que ces livres-là, le code n'est pas contrôlé. Donc, la seule chose qui change, c'est peut-être la longueur, le vocabulaire. Donc, il y a des nuances, mais c'est jamais axé sur le code. Donc, si on commence avec des livres décodables pour que les élèves lisent d'eux-mêmes, éventuellement, on va aboutir à du code non contrôlé. OK? Donc, cette diapo, elle est là pour vous convaincre que ce n'est pas moi qui l'a dit. C'est vraiment quelque chose qui a été mesuré de manière empirique par des grands chercheurs, puis vous les avez là au bas de la page si vous voulez consulter les ouvrages originaux. Donc, on peut maximiser l'utilité des livres gradués, comme je vous ai dit tantôt, en s'en servant avec un objectif pédagogique assez particulier en tête. Avec les plus jeunes, je vais aller chercher les livres plus courts. Avec les plus vieux, je vais aller chercher les livres plus longs, plus avancés, pour travailler le vocabulaire, puis pour étoffer les connaissances des jeunes. Okay? Aucune série qui vous propose une fiche d'évaluation qui est axée sur des niveaux fictifs, des niveaux de A à Z ou des niveaux, des codes de couleurs ou je ne sais pas quoi. Encore plus s'ils disent qu'il y a des normes qui ont été établies, mais sur des populations qui ne ressemblent pas à la vôtre. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas les livres, mais on n'utilisera pas les normes. Okay? On ne se fiera pas à ça. Demain, je vais vous dire exactement à quoi on peut se fier pour évaluer le progrès de l'élève et mesurer son rendement en lecture. Okay? Donc, ça résume un peu ce que je viens de dire. Donc, on ne veut pas s'en servir en comptabilisant des scores sans analyser des erreurs. Okay? On veut absolument prêter attention à ce que l'élève nous produit pour être capable de lui donner une rétroaction efficace, immédiate, basée sur ce qu'il a lu et non pas sur, de dire, ben, tu n'as pas lu un taux suffisamment élevé de mots par minute, par exemple. Cette mesure-là peut être utile pour quantifier le progrès ou l'étendue du progrès du début à la fin de l'année scolaire, mais ce n'est pas du tout vrai que je devrais m'attendre à ce que tous les élèves puissent lire 90 mots par minute avant tel trimestre de telle année. Ce n'est pas du tout linéaire comme ça que ça se passe. Donc, tous les livres peuvent servir à tout moment, dépendant de notre objectif pédagogique, dépendant de l'indépendance ou l'autonomie de l'élève à partir des correspondances graphèmes-phonèmes qui sont maîtrisées. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne jette rien. On garde tout, mais on délaisse les pratiques qui nous rendaient un petit peu esclaves d'une pratique d'évaluation où on a tous vécu des élèves qui sont restés à certains niveaux très, très longtemps, puis ensuite, dans une semaine, ils avaient brûlé 7 niveaux. Donc, les chances sont bonnes que ce n'est pas quelque chose qui a explosé dans leur cerveau, mais davantage le fait que l'outil de mesure n'était pas adapté à nos besoins. Donc, en fonction de votre objectif pédagogique, je vous encourage à exploiter tous les livres que vous avez devant vous. Donc, si vous n'êtes pas certain dans quelle séquence enseigner les correspondances graphèmes-phonèmes, vous avez toutes les explications et les justifications scientifiques dans la progression alpha-graph. On vous donne la permission de faire des choix didactiques. On ne vous dit pas qu'il faut absolument que vous vous en teniez à ce qui est proposé. Mais effectivement, c'est exactement la même progression qui a été adoptée dans la révision du curriculum, tout simplement parce que c'est la seule qui ne suit pas la fréquence des graphèmes dans la langue, mais beaucoup plus la facilité d'apprentissage vu de la perspective de l'élève. Okay? Donc, vous avez le tableau synthèse de la progression d'enseignement. Si vous n'êtes pas certain comment vous prendre, puis comment briser les règles, puis vous suivez ça, bien déjà, vous avez un très, très bon départ. Mais quand ça va être le temps de choisir le C-dur ou le C-doux ou le G-dur ou le G-doux, ça va dépendre de ce que vous voulez faire et de ce que vous voulez enseigner très prochainement. Ça va peut-être dépendre aussi des prénoms que vous avez dans votre salle de classe. Donc, les prénoms dans notre salle de classe, ce n'est pas le point de départ. Mais c'est que si je m'en tiens à enseigner seulement 20 lettres, puis je décide que je n'enseigne pas les 6 dernières lettres de l'alphabet, bien, des William, puis des Sydney, puis des Xavier, ça va avoir de la difficulté à vous montrer tout ce qu'ils savent parce que quand vous allez pister le progrès, vous n'allez pas du tout compter ça dans leur bagage de connaissances. Donc, l'idée, c'est d'enseigner le principe alphabétique de base puis de le faire de manière cyclique.
Donc, ce n'est pas une lettre par semaine, c'est souvent plus qu'une lettre par semaine, puis vous allez revenir là-dessus. Chaque fois que vous revenez, vous allez pouvoir augmenter le nombre de mots que les élèves sont capables de lire ou fusionner ensemble. Mais effectivement, vous allez vouloir vous assurer que les élèves puissent écrire leur nom puis lire leur nom parce que c'est vraiment ça qui va les motiver à vouloir vous suivre dans votre parcours. Parce qu'il n'y a rien que l'élève veut plus que de savoir écrire son nom sur ces choses puis de savoir s'il arrive un petit cadeau ou une lettre en quelque part à la poste. C'est excitant de nos jours, là. On veut savoir à qui ça appartient puis on veut être capable de s'identifier à ça. Donc, on va alterner des consonnes et des voyelles jusqu'à ce que toutes les voyelles aient été présentées. Puis ensuite, on va miser sur le son commun d'une lettre. Donc, tu sais, l'élève qui ne sait pas que le S, des fois, ça fait Z. On n'est pas en train de le mêler si on dit que le S, ça fait S. C'est que le S ne fait jamais Z en position initiale. C'est pour ça que dans cette première progression-là, ça ne figure pas, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en parler pour la petite qui s'appelle peut-être, je ne sais pas moi, Lise, parce qu'elle va dire que le S dans son nom, ça fait Z, puis elle a raison. Okay? Donc, on va vouloir lui donner raison à ça. Ça vous va? Donc, dans toute cette documentation-là, on répond à plein de questions. Donc, on parle de la permission de faire des choix didactiques. On parle de comment pister le progrès. On parle du rythme d'enseignement. Puis, c'est dans le but que vous fassiez vos choix. Okay? Donc, vous pouvez y aller à l'aveuglette si vous voulez, mais votre enseignement va être beaucoup plus riche si vous comprenez pourquoi vous choisissez de faire ce que vous choisissez de faire. Demain, on va parler de pister le progrès dans lesquels je vous présenterai vérifie-lettres, vérifie-grammes, puis dicto-son. Dans toute cette série de ressources-là, on a maintenant un alphabet mnémonique imagé, français bilingue, puis même qui peut être utilisé en anglais uniquement. Puis ça nous permet de rendre un peu plus ludique l'approche avec les élèves. On vous parle de comment je me prends pour enseigner à écrire les lettres, à former les lettres majuscules, minuscules. Il y a plusieurs étapes avant d'amener l'élève à le faire de manière autonome. Donc, on passe en revue ces 6 étapes-là. Donc, il faut commencer avec des gestes moteurs beaucoup plus globaux, donc, tu sais, la motricité globale, avant d'arriver au geste fin d'écrire entre 2 petites lignes sur ma page. On vous propose des activités pour travailler là, cette compétence de le mapping orthographique, qui n'est pas quelque chose qui se travaille de manière pointue, ça se travaille en faisant d'autres choses. Donc, le mapping, c'est le processus cognitif qui se passe dans le cerveau quand je fusionne des lettres pour former des mots ou puis à l'inverse, quand je vois des mots dans ma tête, éventuellement, quand je sais les lire, pour être capable de les orthographier. Okay? Mais il n'y a rien du tout qui a été inventé sans avoir posé la question dans les index de référencement, puis sans s'inspirer de ce que les multitudes de recherches nous ont permis de savoir. On pose d'autres questions, comme qu'est-ce que j'enseigne en premier? Quels sont les autres facteurs qui affectent le développement des lettres? Est-ce qu'il y a une séquence à suivre? Qu'est-ce que j'enseigne, le nom ou le son de la lettre? La réponse, c'est les deux, mais vous pouvez aller lire pour vous-même pourquoi. Okay? Comment est-ce que je fais pour enseigner la formation des lettres? Parce que des ergothérapeutes vont vous proposer une autre séquence, mais cette séquence-là, c'est basé sur la personne qui a des difficultés motrices. Ça représente même un taux moins important que ceux qui souffrent de difficultés à accéder au code écrit. Donc, la grande difficulté de la lecture, c'est la correspondance des sons aux lettres et à l'inverse pour l'orthographe, de trouver les lettres pour représenter les sons qu'on a entendus. Ce n'est pas du tout la formation. Donc, à un moment donné, il faut faire des choix. Donc, on a choisi de privilégier le code au lieu de la correspondance graphème-phonème, le geste graphomoteur, mais on vous propose des rapprochements entre les lettres majuscules, minuscules ou les deux qui vous permettront d'aider à l'élève à reconnaître les gestes qui sont faits de manière identique pour différentes lettres. Okay? On a posé des questions comme est-ce qu'on devrait écrire en cursif ou en script? Est-ce qu'on lit à l'ordi ou sur papier, puis quand, puis comment? Donc, on a répondu à tout ça. On ne savait pas vraiment que le curriculum allait en faire état, mais ce sont des questions qui sont survenues assez souvent dans nos discussions avec les enseignants, c'est qu'on a voulu vous donner les informations nécessaires. Donc, dans le nouveau guide qui vient tout juste d'être lancé lors du webinaire que Alex-André Mador, psychologue,
scolaire du Conseil scolaire du Nouvelle-Ontario, puis moi, on vous a partagé, vous avez une liste qui propose, si on veut choisir de suivre la progression qui a été adoptée par le ministère de l'Éducation de l'Ontario, qui est celle que vous avez devant vous, à quel moment est-ce que les livres de base des séries décodables comme Décode, Une syllabe à la fois, puis Facile à lire, quand est-ce que je vais pouvoir utiliser ces livres-là dans mon enseignement? Donc, vous avez ici, je l'ai agrandi, on vous explique qu'après avoir enseigné seulement 14 correspondances graphèmes-phonèmes, donc si on en fait à peu près 1,5 à 2 par semaine, ça veut dire qu'en dedans des 2 premiers mois d'enseignement explicite, l'élève serait capable de lire certains livres presque de lui-même. Puis ensuite, en ajoutant des lettres ou des correspondances graphèmes-phonèmes, on vous partage les livres qui peuvent être lus et dans certains cas, par exemple, Décode, c'est très, très transparent. Donc, il n'y a pas vraiment là, de règles contextuelles à enseigner à l'élève. Ils s'en ont vraiment tenus à des mots que l'élève peut décoder. Dans les livres faciles à lire, en plus des lettres vedettes qui sont annoncées dans le début du livre, on a des fois des règles à enseigner. Donc, on les a partagées ici pour que vous fassiez un choix éclairé. Donc, si vos élèves sont prêts puis que vous avez parlé de certaines règles, vous allez pouvoir utiliser ces livres-là. OK? Puis, on vous partage nos éclairs pas de génie, mais nos coups de cœur basés sur comment nous, on se prendrait si on était enseignant dans une salle de classe. Donc, ce tableau-là figure dans le guide pour enseigner à lire et évaluer la lecture à partir de livres décodables. Donc, on a également comparé 2 progressions parce que même après la semaine dernière, plein de gens disaient, est-ce que je suis alphagraphe ou graphone ou d'autres choses? Bien, j'ai 2 choses à dire là-dessus. Donc, au mois d'octobre, j'offre une journée de formation entière où on va vraiment passer en revue toutes les progressions qui existent. On va se poser des questions, puis on va apprendre à maximiser l'utilité de chacune de ces progressions-là, parce qu'il y en a plein qui ont du très, très bon matériel qui les accompagne. Mais c'est important de savoir si les progressions ont été fondées à partir de la fréquence des graphèmes dans la langue ou à partir de la facilité d'apprentissage de l'élève. Donc, en préparant le guide, Alexandre et moi, on a comparé alphagraphe et graphone, puis voici le résultat. Donc, si je prends les 26 stades des lettres de l'alphabet, donc je parle juste du principe alphabétique, là, pas les règles lexicales et tout ça, alphagraphe, pour l'instant, comprend 26 stades. Graphone en a 58, mais dans ces 58 stades-là, il y a des lettres de l'alphabet qui ne sont pas présentes. Il y a 4 lettres qui ne sont pas présentées. Okay? La lecture autonome du premier livre peut se faire à partir du stade 14 avec alphagraphe, même si c'est 7 avec graphone. Quand on descend dans le tableau, vous voyez qu'à un moment donné, on peut lire beaucoup plus de livres de manière indépendante, des livres décodables avec les 26 premiers stades d'alphagraphe qu'avec les mêmes 26 stades de graphone. Donc, au terme des 26 stades d'alphagraphe, je peux lire 42 livres. Ça, c'est les livres de base de Décode, Facile à lire, puis Une syllabe à la fois. Avec graphone, je peux en lire 23, ce qui veut dire qu'il m'en reste 19 que je ne pourrai pas lire parce qu'ils contiennent des particularités que graphone n'a pas évoquées. Okay? Déjà, en ne parlant pas du W, puis du Q, puis du H, comment est-ce que l'élève va savoir quoi faire si je ne l'ai pas nommé la lettre, puis je n'en ai pas parlé? Okay? Donc, on vous partage un peu nos notes générales. Donc, tous les livres de la série Décode peuvent être lus avant le 26e stade, sont tous très, très, très transparents. Il y a peu ou pas de compétences lexicales ou syntaxiques ou des règles qui doivent être enseignées pour lire ces livres-là. Alors que Facile à lire, règle générale, la progression correspond à ce qui est plus simple à maîtriser en premier, mais ils incluent des particularités. Ce n'est pas un problème si on sait qu'elles sont là. Puis pour ça, vous avez des fiches d'appui pédagogique qui sont partagées avec vous. Mais ça veut quand même dire que l'élève doit gérer plus d'informations plus tôt. Donc, ça pourrait être une entrave à son succès si on les présente un petit peu trop tôt. Puis une syllabe à la fois, j'adore qu'il présente 2 options. Donc, une option avec des indices visuels pour les digrammes, pour les syllabes.
puis qu'on retire ces indices visuels-là ou le code de couleur, qu'on propose le livre, mais en format noir et blanc seulement, quand l'élève est un petit peu plus autonome. Mais la trame narrative des livres une syllabe à la fois, elle est très, très ludique, hyper développée, elle est très amusante. Donc, elle peut même servir à des élèves qui peuvent avoir des difficultés à décoder, mais un petit peu plus vieux. Donc, elle va durer quand même assez longtemps. Donc, avec Alphagraph, le premier livre complet, ça se fait à partir de la 14e présentation. Donc, ça peut être à peu près là, à partir de la 6e ou la 7e semaine. Et puis, ça nous permet vraiment d'ajouter quelques livres décodables à chaque stade. Versus quand on regarde le tableau, vous allez voir qu'à un moment donné, il n'y a pas grand-chose qui se passe, puis on a comme plusieurs livres. Dès qu'on arrive, par exemple, au stade 23, on a beaucoup, beaucoup de livres qui peuvent être lus à partir de Graphone. Mais reste que, si je suis Graphone, je vais avoir, il y a 4 livres qui vont être lus, disons, avant Alphagraph. Il y a 19 livres qui ne peuvent pas être lus du tout à partir de la 58e étape. On nommait l'enseignement des lettres H, K, W et Q, ce qui peut nuire à l'enseignement quand même de certains mots très, très faciles à décoder, même si ces lettres-là sont moins fréquentes dans la langue, elles ne sont pas absentes. Donc, il faut absolument les présenter. Puis, avant la lecture du premier livre, on va avoir intégré, en suivant Graphone, 13 compétences que l'élève n'a pas vraiment besoin pour décoder les livres décodables. Donc, si on réservait ça pour lorsque l'élève va en avoir de besoin, on va arriver à lui faire vivre des succès plus tôt, ce qui va le motiver à réussir davantage que si on avait suivi la progression Graphone. Maintenant, ce n'est pas du tout une diapo pour vous dire que Graphone, ça n'a pas sa place, parce que Graphone a de l'excellent matériel. Donc, ça, c'est ce que vous allez découvrir dans la journée de formation qui va s'offrir si ça vous intéresse. Ça vous va? Donc, dans Graphone, il y a des éléments qui sont présentés des fois peut-être trop tôt ou qui sont chevauchés. Donc, le CH est présenté avant même qu'on parle de la lettre H. Je pense même de la lettre C. Donc, il faut quand même les nommer pour être capable de donner à l'élève des étiquettes à mettre là-dessus. Ça vous va? Donc, dans le webinaire, enseigner à lire et évaluer la lecture avec les livres décodables, dans lequel vous avez un guide qui vous soutient. Je pense que le webinaire dure comme 24 minutes. Si vous ne l'avez pas encore découvert, ça va vous donner des belles pistes pour commencer à planifier votre enseignement de la lecture auprès de l'élève débutant de la maths à la 3. Puis, on inclut également les critères d'évaluation du rendement en lecture, puis des attentes. Donc, vous avez des phrases que vous pouvez utiliser en les modifiant, puis vous allez les insérer directement sur le relevé des apprentissages de la maternelle et du jardin. Puis on va faire la même chose pour la suite des choses dans Alphagraph 2 avec les plus vieux. Puis vous avez exactement à quel endroit on parle de quelles compétences pour que vous puissiez bien comprendre pourquoi c'est important de pouvoir quantifier la réussite de l'élève bien au-delà d'un niveau 1, 2, 3 ou magenta ou ABCD. OK? On a des stratégies de dépannage, puis une lettre qui peut être envoyée aux parents, qui va dire aux parents là où l'élève est rendu, puis qu'est-ce qu'on peut faire quand ton enfant lit, comment tu peux l'encourager à lire. Gracieuseté du CPO, donc du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, on vous partage des gabarits pour planifier votre enseignement du code. Les fiches roses, c'est pour maternelle jardin, puis les fiches bleues, c'est de la première année en montant. Puis ça comprend tout ce qu'un bloc en littératie devrait contenir. OK? Mais attention, ce n'est pas nécessaire de faire un 50 minutes ininterrompu. Surtout pour les plus jeunes, si tu fais 50 minutes d'ininterrompu, tu vas les perdre. C'est important de faire de l'explicite pertinent, puis de s'exercer, de la mettre en pratique rapidement, mais de revenir là-dessus au fil de la journée. Donc, au fil de la journée, ton bloc en littératie, oui, devrait contenir toutes les minutes qui sont assignées, mais ça peut être départagé un petit peu dans les moments donc, pédagogiques que vous avez préparés pour votre lecteur. Puis j'espère que vous revenez souvent, même dans le cas où vous êtes en train de lire un livre jeunesse avec des élèves, si dans ce livre-là, on parle d'une compétence que vous venez d'enseigner de manière explicite ce matin, cette semaine, j'espère que vous allez faire un retour là-dessus avec vos élèves pour les aider à faire ces associations-là.
Donc, si vous cherchez d'autres ressources, vous pouvez aller chercher le catalogue qui n'a pas encore été tout à fait mis à jour. Il manque deux ou trois ressources, mais ça va être fait très bientôt, dans lesquelles on a la description de toutes les ressources qui sont offertes, qui sont toujours créées à partir d'une question d'un enseignant quelque part pour vous venir en aide. Donc, amusez-vous à les découvrir si vous ne les connaissez pas. Puis ce qu'on a mis à la fin du catalogue, c'est des liens vers les webinaires ou les vidéos qui sont créées, qui sont en lien avec la science, pour être capable de vous soutenir. Donc, à part le webinaire de 24 minutes, il y en a d'autres qui sont peut-être un petit peu plus longs, mais les petites vidéos brèves, c'est un maximum de 3 minutes. Là, donc, il y a moyen d'aller se ressourcer sans que ça coûte ça soit trop coûteux côté temps. Donc, tu sais, on peut mettre des webinaires des fois en préparant le souper, puis on va étendre nos connaissances, puis vos élèves vont être des plus chanceux d'avoir des enseignants aussi engagés, surtout des gens qui se présentent à des formations pendant leurs vacances. Donc, à l'intérieur de ce catalogue, de ces ressources-là, vous avez évidemment quelque chose qui va vous aider en maternelle jardin, puis c'est l'alphabet, parce que oui, la séquence des lettres, elle est importante pour un repérage. Donc, tu sais, l'alphabet, au-delà du code, c'est aussi un système de classement, puis d'apprendre à créer cette cartographie-là de où les lettres se situent dans l'alphabet. C'est vraiment quand même un outil qui peut être très, très prometteur, puis ça va leur permettre d'accéder à ces correspondances-là quand on va vouloir faire des exercices de mapping. Donc, vous avez des vidéos pour vous guider, puis du matériel plein le bec pour y arriver. Puis, vous avez aussi Fusée Fusion et une vidéo qui vous permet, là, c'est pas censé être un outil permanent, c'est censé être un outil qui vous permet d'identifier le matin même quelles seraient les correspondances graphèmes-phonèmes que j'aimerais évoquer. Puis vous voyez là, on le fait avec des lettres, des notes auto-adhésives, des post-it, qui font dans ces carreaux-là. Et puis vous pouvez tout à fait laminer, par exemple, le tableau, mais changer vos correspondances graphèmes-phonèmes en fonction de ce que vous avez enseigné pour fusionner et segmenter des mots. Puis vous avez toute une variété de différentes affiches que vous pouvez placer dans vos salles de classe, que vous vouliez avoir soit les lettres majuscules uniquement ou minuscules uniquement, ou avec les trottoirs, sans les trottoirs, avec les mots, sans les mots. Vous avez vraiment l'embarras du choix. Donc, on vous encourage à vous amuser à découvrir ça si c'est une première pour vous. Et puis, on a aussi des ressources à l'élève. Donc, ça, vous avez, on l'appelle bande lettres. Et puis, ça peut être pour l'apprenant du français et l'apprenant du français ou de l'anglais langue nouvelle, parce que les lettres sont les mêmes. Puis l'idée, ce serait de le laminer, puis d'amener l'élève à les tracer à partir de plumes feutres, soit effaçables à sec ou bien solubles à l'eau, pour pratiquer justement la calligraphie des lettres majuscules et des lettres minuscules, soit en les traçant ou soit en écrivant dans la bande du bas. Pour les plus jeunes, vous avez les napperons qui peuvent être soit imprimés d'un seul côté ou bien le côté anglais-français pour faire recto-verso. Et puis, vous avez un exemple de mots qui peuvent évoquer généralement le premier son de la lettre, que la lettre fait. Mais des fois, il fallait qu'on brise les règlements parce que le E ne fait jamais E au début du mot. Donc, si j'ai le son E au début du mot, c'est OE comme dans œuf, par exemple. Donc, on a dû opter pour le son E, qui est vraiment le son le plus fréquent du E sans accent dans la langue. Mais la majorité du temps, le son qui a été utilisé pour représenter le mot qui est associé à cette lettre-là, c'était le son qu'on entend dans le nom de la lettre. Mais toutes les recherches s'entendent pour dire qu'il n'y a pas lieu d'apprendre par cœur un mot associé à une lettre. Vraiment, on devrait faire varier tout ça. C'est pour ça que vous avez du matériel pour changer les images au fur et à mesure que vous allez évoquer des mots différents avec vos apprenants. Vous avez en dernier lieu, avant que je vous fasse la belle annonce de ce qui s'en vient la semaine prochaine, en dernier lieu, vous avez des guides qui vous permettent de comparer les correspondances lettres-sons de l'anglais et du français, parce qu'on entend souvent dire qu'il y a plus de sons en anglais qu'en français. Dans le fond, c'est pas tout à fait vrai. Il y a juste quelques sons en anglais qui n'existent pas, puis quelques sons en français qui n'existent pas en anglais, mais on vous donne vraiment là, les correspondances, soit des lettres, puis des sons qu'elles peuvent faire, puis à l'inverse, on vous donne les sons
qui peuvent être représentés par quelle lettre. Parce que vous voyez que ce n'est vraiment pas une correspondance disons, équivalente ou parallèle entre les deux. Donc, on vous invite à aller télécharger ces guides-là. Puis la semaine prochaine, vous allez en entendre parler probablement avant demain. Il va y avoir un lien d'inscription. Mais le 24 août, en matinée, je pense que c'est comme une demi-heure, il va y avoir le lancement d'un site web qui s'appelle Only. C'est un partenariat entre l'Association ontarienne, l'Association internationale de dyslexie, la succursale de l'Ontario, et le ministère de l'Éducation et Dyslexie Canada, dans le but de vous fournir des ressources qui ont été axées sur la science, qui ont été approuvées, que vous allez pouvoir utiliser puis consulter pour étoffer vos connaissances, pour soutenir vos lecteurs. Mais sachez que la bibliothèque de ressources qui va être lancée la semaine prochaine, c'est un premier pas. Pendant toute l'année, il va y avoir des webinaires, il va y avoir des formations. Vous allez pouvoir consulter le site à différents moments, puis obtenir des belles, disons, des petites mines d'or qui vont vous permettre d'intégrer à votre enseignement tout ce qu'on sait qui aide l'élève sur l'enseignement explicite, systématique et structuré, non seulement du code, mais du vocabulaire, puis des connaissances antérieures, puis de la grammaire, puis de la fluidité, puis tout ça. Donc, nous espérons pouvoir vous compter parmi les nôtres. Sur ce, je vous remercie de votre attention très, très soutenue depuis le début de la formation. Puis, je vous ouvre le plancher, si vous voulez, pour les dernières 10 minutes pour que je puisse prendre vos questions. Je vais prendre aussi un petit moment pour boire une gorgée d'eau puis voir s'il y a des questions qui revenaient dans le chat qui méritent un éclaircissement. Et pendant, Michel, que tu prends une petite gorgée d'eau, moi, avant la période de questions, je vais arrêter l'enregistrement. Et puis, je vais te dire merci. Merci beaucoup pour cette excellente présentation aujourd'hui. Merci tout le monde. J'arrête le tout et je reviens avec 2 petits mots.